Oui, c'est ça. Alors, bonjour mesdames et messieurs, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait? Parfait. Bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important sur le plan historique, les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est la période 1945-1975. Alors c'est une période qui est un peu, j'allais dire, arbitraire, dans le sens où cette mention figure pour la première fois dans le livre de Jean Fourastier, économiste français de renom, qui a permis effectivement de traiter cette période en disant que c'est les 30 Glorieuses, en faisant allusion au jour glorieux de la Révolution de 1830, sauf que là il y a 30 années. Et en effet, historiquement, il est rarissime d'avoir une période aussi longue de prospérité, de croissance économique. C'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire européenne sur une durée où il n'y a eu aucun à-coup. Et à cette époque, ça peut faire rêver. La France, notamment, a connu un taux de croissance économique moyen de l'ordre de 6% par an. 6% chaque année. Alors, il faut partir des origines. Les 30 Glorieuses commencent en 1945, mais en 1945, la France est un pays ruiné, économiquement, j'allais dire presque capote. Les villes ont été bombardées, les entreprises ont été détruites ou démantelées au profit de l'Allemagne, il n'y a plus d'industrie digne de ce nom, et la France va redémarrer du point le plus bas. Assez rapidement, la France va progresser. Alors dans l'imaginaire collectif, on se rappelle que le baby boom a commencé en 1945-1946, le baby boom, et qui s'est arrêté en 1964, date importante pour d'autres raisons. Mais c'est un mythe, là aussi. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le baby boom a commencé non pas en 1946, mais il a commencé en 1942. C'est étonnant. Comment ça? Les Français étaient prisonniers en Allemagne. Près de 2 millions de Français étaient prisonniers en Allemagne. Et le baby boom a redémarré précisément au moment où il y avait près de 2 millions de Français captifs en Allemagne. Je vous laisse deviner le pourquoi du comment. Je pense que les Allemands ont payé de leur personne, certainement. Mais en tout cas, le baby-boom a commencé au moment où la France était occupée, au moment même où il n'y avait aucun avenir. Ce qui veut dire que les Français ont eu suffisamment confiance dans l'avenir, alors même que le pays était occupé, rationné, ruiné. Et avant de parler des 30 Glorieuses, il faut voir d'où part la France. La France est un pays qui devait verser chaque jour par virement de la Banque de France à la banque allemande 300, puis 400, puis 500 millions de francs par jour. Chaque journée, un virement devait être fait. Et pendant ce temps, les Allemands justifiaient cette ponction en indiquant que c'était une somme nécessaire pour financer les troupes d'occupation. Mais c'était notoirement exagéré. Parallèlement à cela, les Allemands avaient mis en place un taux de conversion entre le Reichsmark et la monnaie française extrêmement en faveur de la monnaie allemande. Et donc ça leur permettait d'acheter à bas prix tout ce qu'ils pouvaient rafler en France. Donc la France, on n'hésite pas à le dire, a été littéralement pillée
pendant 4 ans. Et on est allé jusqu'au vignoble, où des opérations de protection du vignoble par les agriculteurs français ont permis d'en exclure une partie, mais les Allemands raflaient tout. L'agriculture, les métaux ferreux et non ferreux, tout ce qui pouvait directement ou indirectement financer l'effort de guerre. Et après ces ponctions, eh bien, la France, elle se retrouve littéralement, totalement vidée de sa substance. Donc elle démarre de peu. Et en 1944, lors de la libération de Paris, eh bien, il y a une autorité, qui est celle du général de Gaulle, qui va décider d'appliquer ce qu'on appelle le plan du Conseil national de la résistance, le CNR. Et donc pendant des années, les résistants vont imaginer un train de réforme considérable qui est censé permettre à la France enfin de tourner la page de l'occupation et surtout de pouvoir déterminer l'avenir dans de bonnes conditions. Et parmi ces réformes, il y a des réformes sociétales. Je rappelle qu'ainsi, à partir de mars 1945, suite à une décision d'avril 1944, la France va accorder enfin le droit de vote aux femmes. Vous allez me dire, il était temps, puisque je rappelle que les Françaises ont eu le droit de vote après les Américaines, les Allemandes, les Anglaises et les Turcs. Donc il était temps. Et plusieurs fois, la proposition de leur accorder le droit de vote a été retardée à plusieurs reprises au niveau du Sénat. Donc droit de vote. Création de la sécurité sociale en 1945. Alors on l'a oublié, mais avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelle une retraite par capitalisation. Chacun finançait sa retraite de manière privée. Sauf que un nombre conséquent de Français ont été ruinés, puisque la chute de la bourse a fait fondre comme neige au soleil toutes leurs économies. Voici pourquoi les Français ont créé une retraite par répartition, où en réalité, chaque génération va financer, va cotiser pour la génération suivante. Et ce régime est toujours d'actualité, même si aujourd'hui, ce régime a été complété depuis 1973 par une retraite complémentaire qui fait partie intrinsèquement de la retraite que nous pouvons avoir aujourd'hui. Parallèlement à la création de la sécurité sociale, il y a eu des nationalisations. Et dans le gouvernement qui va gérer la France, il y aura effectivement la participation des ministres communistes dans le gouvernement. Et on aura une forme à peu près d'union nationale allant des gaullistes, en passant par les socialistes et en finissant par le Parti communiste, pour travailler dur et redresser enfin la France. C'est l'époque où Maurice Thorez dira, le chef du Parti communiste français, il est temps d'arrêter les grèves. Et donc il y a un effort de réindustrialisation, un effort massif d'investissement économique qui va être boosté par une mesure incroyable qui va se mettre en place dès les années 1946 et surtout 1947. Cette mesure-là, que j'ai en tête, va permettre enfin à la France de décoller. Est-ce que vous vous rappelez quelle est cette mesure si importante mise en œuvre en 1947 et qui va changer l'avenir économique de la France? La fin du rationnement? Eh non, ça viendra en 1949. C'est le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est une mesure incroyable. Les Américains vont proposer une aide économique presque désintéressée, moyennant quelques contreparties, et ils vont financer l'achat de matériel agricole, de tracteurs, qui vont permettre de moderniser l'outil industriel français. Le plan Marshall va concerner la France, les pays occidentaux, et les Américains vont même le proposer aux pays d'Europe centrale, qui vont le refuser
à cause du diktat soviétique. Et ce plan Marshall va permettre à la fois à la France de se redresser plus vite que prévu, et en même temps, les Américains demandent que le cinéma français puisse s'ouvrir davantage aux films d'Hollywood. Comment? Oui, c'est un peu... c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pour ça que j'ai dit quasiment gratuit. Et parallèlement, vous vous rappelez certainement d'une scène du film L'Armée des Ombres, qui est sorti en 1968, avec Paul Meurice, Lino Ventura et Simone Signoret, où le héros principal dit « La France sera un pays libre quand elle pourra voir ce film », c'était Autant n'emporte le vent, film qui était interdit en France. Et donc, il y a eu un investissement plus conséquent dans le domaine culturel, le cinéma français s'est ouvert davantage, mais incontestablement, les Français ont bénéficié de ce plan Marshall qui a changé le cours du destin. Et donc, ils vont vraiment créer tout ceci. Je réponds à monsieur, il faut savoir en effet que depuis 1940, la France était rationnée. Rationnée de manière, je vais dire, assez sévère. Et ce rationnement va durer pratiquement 10 ans. On a du mal à le concevoir, mais pendant près de 10 ans, les Français ont été rationnés. Et je dirais même que le rationnement post-Seconde Guerre mondiale, dans certains cas, a été plus dur et plus rigoureux que le rationnement qui avait lieu entre 1940 et 1945. Il faut savoir que c'est à partir de 1949 que 1948 déjà que le pain ne sera plus véritablement rationné et le carburant ne sera plus rationné du tout, notamment pour les voitures, à partir de 1949. Et à partir de ce moment-là, tous les verrous qui ont empêché le développement économique de la France vont tomber les uns après les autres et vont permettre ce qu'on a appelé plus tard le miracle économique français. Alors, il y a ce développement et les échanges culturels et économiques vont se développer. Mais cela ne suffira pas. Ainsi, à partir de 1950, va être créé ce qu'on appelle le CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui est la préfiguration du futur traité de Rome, qui sera signé plus tard, 7 ans plus tard, le 25 mars 1957. Et donc, l'objectif des Européens, qui sont à l'époque dirigés par des démocraties chrétiennes. Alors il y a Konrad Adenauer, Allemagne, Schuman, avec toujours le parti chrétien en France, vous allez avoir De Gasperi en Italie, et donc ils vont se retrouver pour dire non à la guerre. Et pour éviter de renouveler la même erreur qui a pu avoir lieu, puisqu'après la Première Guerre mondiale, 20 ans plus tard, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ils ont décidé cette fois-ci de, au-delà des litiges et des contentieux, de créer des liens très étroits sur un plan économique afin précisément d'empêcher le retour de la guerre sur le continent européen. Dans le cadre évidemment du marché commun, puis plus tard de l'Union européenne. Il faut croire que cette tendance a fonctionné, puisque, je le rappelle, depuis 80 ans, sur le territoire du marché commun puis de l'Union européenne, il n'y a plus eu du tout de retour à la guerre. 80 ans. Vous imaginez, il n'y a pas d'équivalent là aussi dans l'histoire humaine où sur une période aussi longue, sur le territoire de l'Union européenne, il n'y a pas eu de guerre. C'est anormalement long. Et heureusement, c'est toujours en cours. Mais cela, on le doit à toutes ces démocraties chrétiennes qui ont instauré cette, je veux dire, union, d'abord économique, puis ensuite agricole, puis ensuite d'ouverture de frontières par l'abolition des droits de douane, et qui ensuite s'est élargie avec ensuite une union monétaire qui a donné la naissance à l'euro, etc. 80 ans, anormalement long. Et c'est devenu la référence pour le reste des pays. Mais il y a un événement important qui a eu lieu dans cette période,
1954. Alors, en France, on a innové deux inventions majeures. Deux. La première a été adoptée par tous les candidats à l'Union européenne, et même en dehors de l'Europe, il n'est pas rare que cette thématique que j'ai en tête a été sélectionnée. A l'inverse, la France a créé une deuxième invention plus tard, qui a été rejetée par l'ensemble du monde entier. Est-ce que vous vous rappelez quelle est cette invention de 1954 qui va changer radicalement la physionomie de la France et des pays européens, qui est toujours en cours et qui comporte 3 lettres. La TVA, invention française. La TVA, invention française. Aucun État ne peut rentrer dans l'Union européenne s'il n'adhère pas et s'il ne s'engage pas à instaurer la TVA au sein de son État. Et la deuxième invention, rejetée par l'ensemble des pays du monde entier, qui a fait fureur et qui a choqué beaucoup de gens, c'est la CSG. C'est à cause d'elle que votre net à payer ne correspond pas au net que vous déclarez aux impôts. C'est la CSG, 3 lettres. Et personne n'en veut, la CSG. C'est que les Français qui l'ont. Par contre, la TVA, invention française, a fait quasiment le tour du monde, et notamment de l'Europe. Je crois que certains États, les États-Unis, ont même instauré la TVA. Dans les années 1950, la France va développer la consommation. Entre les années 50 et les années 60, vous allez avoir la création des premiers hypermarchés. Supermarchés, hypermarchés. Vous allez avoir la constitution des crédits de consommation. Ces crédits qui vont permettre, qui vont faciliter l'acquisition à crédit de matériel de consommation. Donc ça peut être le réfrigérateur, ça peut être les téléviseurs, ça peut être les aspirateurs. Eh bien, les ménages français ont pu développer, je veux dire, l'équipement domestique grâce à ce crédit. Et les Français ont pu se moderniser ainsi. Il faut savoir que la France partait de très bas. Dans les années 40, d'abord, il y avait un déficit en immobilier et les immeubles étaient rasés, détruits. Il fallait reconstruire à la hâte. Et à l'époque, les immeubles, ils étaient vétustes, ceux qui tenaient encore. Il n'était pas rare d'avoir les toilettes sur le palier. Il n'était pas rare de ne pas avoir l'eau courante. Et on n'imagine pas aujourd'hui comment on pouvait vivre dans ces conditions. Et pas d'eau courante, littéralement pas d'énergie disponible. Tout était vétuste. Il a fallu moderniser à tour de bras et en 4e vitesse. D'autant plus que le baby-boom obligeait à envisager de créer des écoles, des collèges, des lycées, pour permettre d'accueillir dans de bonnes conditions la nouvelle génération. Et parallèlement, au niveau des outils, eh bien, on avait dans l'agriculture encore des chevaux de labour. Eh bien, progressivement, les tracteurs vont remplacer tout ceci et permettre d'accroître considérablement la productivité agricole. Qui dit productivité agricole dit pouvoir se nourrir correctement. Et enfin, la France va sortir de ce rationnement et pouvoir vivre en étant optimiste. Les Français avaient foi dans l'avenir. Foi dans l'avenir en disant, ça y est, on a derrière nous les épreuves, les privations, et maintenant, on va prendre notre revanche. Ainsi, l'élément qui va symboliser les 30 Glorieuses, c'est la voiture. Les Français étaient privés de voiture pendant des années, puisque le rationnement empêchait même de conduire une voiture. C'était quasiment un monopole des Allemands. Et quelle n'était pas la meilleure preuve de sortie de crise que de pouvoir enfin rouler et d'être autonome? Mais il fallait tout reconstruire. Alors, durant l'occupation, les ingénieurs français ont travaillé clandestinement sur l'ébauche d'une future voiture révolutionnaire. Et ceci
sans que les nazis le sachent. Ça sera la future 2 chevaux. Il y avait également aussi la 4L. La 4L va arriver en 1961. La 4 chevaux. La 4 chevaux qui va sortir à peine, très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. La 2 chevaux va sortir, mais la 2 chevaux sera décriée. La 2 chevaux sera décriée. On va dire, qu'est-ce que c'est? C'est de la tôle, c'est pas bien. Et puis, il y aura des millions de 2 chevaux vendus. Des millions. Et beaucoup de Français vont connaître enfin l'indépendance et pouvoir voyager, pouvoir se déplacer grâce à cette voiture. La 2 chevaux, la 4 chevaux, et beaucoup plus tard la 4L. Je crois que la 4L va être construite en 1961. 8 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait le taux record de vente d'un véhicule sur plusieurs décennies. Et dernièrement d'ailleurs, à Marseille, je suis tombé nez à nez sur une 4L. J'ai trouvé pour moi une antiquité, mais ça m'a rappelé des souvenirs. Et dans les années 50, on a la voiture mythique qui va sortir, la DS. La DS qui sera la future voiture présidentielle du général de Gaulle quand il reviendra au pouvoir à partir de 1958. Laquelle DS va voir booster ses ventes grâce à l'attentat du Petit Clamart qui aura lieu en 1962, après la fin de la guerre d'Algérie. La DS va avoir ses 2 pneus crevés et le véhicule va continuer à rouler. Quand les Français ont su ça, ils se sont jetés en masse pour acheter cette voiture qui était capable de rouler même avec 2 pneus crevés, grâce à un système ingénieux de suspension. Et donc tout ceci montrait le savoir-faire français. Création de voitures, Renault, Peugeot, Citroën, qui étaient déjà des fleurons avant la Seconde Guerre mondiale, ils vont continuer à accentuer leur avance. Il y aura également des projets industriels, des projets aéronautiques. Dans les années 60, c'est la création du Concorde, grâce à un consortium franco-britannique, qui va être en 1969, le Concorde. Vous allez avoir ensuite la création du projet électronucléaire dès les années 50, à partir de 1954, et Marcoule, puis ensuite la constitution de la bombe A par la Ve République, avec la fameuse explosion à Reagan dans le Sahara en 1960, où De Gaulle criera « Hurrah pour la France !» Et donc, tout ceci porté parallèlement, durant cette période, il y aura une inflation forte. Mais la majorité des Français n'étaient pas inquiètes de cette inflation, car l'inflation augmentait, les salaires étaient revalorisés. Et c'est ainsi que pendant toutes ces années 1950 et 1960, une bonne partie de la population française a pu devenir propriétaire de sa maison ou de son appartement. Puisque finalement, on empruntait, les salaires étaient revalorisés et suivaient l'inflation. Du coup, l'effort financier consenti par les ménages, eh bien, il était dilué dans le temps. On empruntait sur 15-20 ans, mais à la fin, c'est un jeu d'enfant. Et donc, si on peut dire qu'une partie substantielle des Français est devenue propriétaire, elle le doit notamment grâce aux 30 Glorieuses. En même temps, on ne peut pas parler des 30 Glorieuses en oubliant la télévision. Le premier journal télévisé, c'est en 1949, Pierre Sabag. Et à l'époque, je crois, on n'était même pas à 1% de foyers français connectés à la télévision. Télévision noir et blanc, une chaîne, en plus de très mauvaise qualité. Et lentement, les Français ont commencé à connaître la télévision. D'abord, il y a eu le couronnement d'Élisabeth II. Il y aura le mariage aussi de Grace Kelly avec le prince régnier à Monaco. Et progressivement, la télévision va devenir populaire. Les gens vont aimer voir la télévision. À l'époque, on voit des séries, les 5 dernières minutes, 5 colonnes à la une et bien d'autres. Et puis, dans les années 60, on a le développement franc et massif de la télévision. On va voir une chaîne,
et on va avoir bientôt une deuxième chaîne de télévision. Et je ne le savais pas, mais en me documentant, la première chaîne a mis des années et des années à connaître la couleur. La première chaîne va être véritablement en couleur qu'en 1976. C'est très tardif. Alors que la deuxième chaîne a commencé à connaître la couleur en 1967. Et la troisième chaîne, France 3, enfin, troisième chaîne, FR3, va connaître dès le départ la couleur lors de sa création en 1972. Et donc, on avait une, puis deux, puis trois chaînes de télévision. C'était l'épisode où on a connu les pièces de théâtre, au théâtre ce soir. C'était l'époque où on a connu les premières séries télévisées. Et à l'époque, comme il y avait une chaîne, eh bien, vous avez la majorité de la population qui regardait les mêmes choses en même temps. Donc le lendemain, on savait exactement qui avait vu quoi. Il n'y avait pas le choix. Maintenant, il y a des dizaines de chaînes, on n'a plus que l'embarras. Mais à l'époque, le même public, trois générations. Il y avait les grands-parents, les parents et les enfants qui voyaient les mêmes émissions. Et cela constituait, j'allais dire, une culture commune dans laquelle on baignait des millions et des millions de Français. À l'époque, il ne faut pas oublier aussi, il y a le développement du téléphone. Rappelez-vous, il fallait des années pour avoir le téléphone. Des années. Il fallait réserver. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On allait à la poste, il y avait des cabines téléphoniques et on téléphonait comme cela. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais dans une cabine téléphonique en dehors de la poste pour pouvoir téléphoner. Car c'était un luxe d'avoir le téléphone. Et quand on avait le téléphone, c'était un jour à marquer d'une pierre blanche. Donc tout ceci a permis aux Français de baigner dans un climat d'optimisme, de se dire, tiens, les choses évoluent. Et puis, chaque année, il y avait une croissance. On se disait, ça ne s'arrête pas. Mais les Français ont oublié que même les plus belles choses finissent par s'arrêter. Et on va avoir deux événements qui vont marquer la fin des Trente Glorieuses. La fin. Alors, le premier événement, je suis certain que vous le connaissez tous. Allez-y en chœur. Le choc pétrolier. Mais, contrairement à la légende, le choc pétrolier n'a joué qu'un rôle mineur dans la fin des Trente Glorieuses. Il existe un événement antérieur au choc pétrolier d'octobre-novembre 1973 qui va plonger l'Europe et le monde occidental dans la crise économique et qui va jouer un rôle clé. Quel est-il? Donc réponse, dans un mois. Tout simplement, c'est le fait que Richard Nixon va déconnecter le taux de conversion du dollar par rapport à l'or. Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, eh bien, la référence monétaire, c'est le dollar. C'est le dollar. Or, à cause de la guerre du Vietnam, qui va ruiner les finances américaines, les Américains ne peuvent plus tenir leur masse monétaire en dollars, ne correspond plus à leur réserve d'or. Il y a donc une déconnexion qui va se produire et qui va faire en sorte que Richard Nixon, président des États-Unis, en août 1971, va dire « Je ne peux plus tenir, je déconnecte le dollar de l'or ». Et à cause de cette déconnexion, on va avoir l'émergence d'une crise monétaire. La crise qui va mettre à bas les Trente Glorieuses est avant tout une crise monétaire avant d'être la crise énergétique. Même si la crise énergétique va jouer un rôle clé. Mais sans la crise monétaire, vous n'aurez pas une crise aussi longue dans sa durée. Il ne faut pas oublier que si on a eu les Trente Glorieuses, les matières premières étaient à bas prix. Le pétrole, le gaz, le charbon et l'uranium étaient peu chers. Donc comme les matières premières, notamment fossiles, étaient abordables et abondantes, et bien finalement, ça a été le moteur de la modernisation et c'était économiquement viable. À partir du moment où les monnaies ne sont plus stables et au moment où il y a quadruplement du prix des matières premières, notamment le pétrole,
à partir d'octobre-novembre 1973, tous les ingrédients qui ont permis le miracle économique vont disparaître. Voici pourquoi la crise économique a duré si longtemps. Et elle dure encore. Parce qu'aujourd'hui encore, le système monétaire n'est plus stable. Certes, il y a l'euro pour l'Europe, mais les monnaies basculent entre le yen, le dollar et l'euro. Il n'y a pas de stabilité. Le jour où vous retrouverez une stabilité monétaire, on pourra commencer à voir la sortie du tunnel. Il faut savoir également que politiquement, durant les 30 Glorieuses, il y avait d'abord la 4ème République. Alors, il y avait, rappelez-vous, les présidents, c'est les présidents qui inauguraient les chrysanthèmes, comme on dit. Il y avait d'abord Vincent Auriol, puis René Coty. Vincent Auriol, 47-54, René Coty, 54-58. Et en 58, il y aura une crise majeure, la crise algérienne. On est en pleine période de décolonisation. L'Empire français a perdu l'Indochine lors des accords de Genève en 1954, après la défaite de Dien Bien Phu. Et ensuite, à partir du 1er novembre 1954, ce qu'on appelle la Toussaint, il y aura effectivement la guerre en Algérie. Et en 1958, les gouvernements de la 4ème République, ils tombaient rapidement. Il y en avait un, puis deux, puis trois. Pour vous donner une idée, vous n'avez qu'à imaginer le nombre de gouvernements depuis la dissolution de l'année dernière, et ça vous donne un avant-goût de ce qu'on pouvait vivre sous la 4ème République. Donc aujourd'hui, ce n'est pas retour vers le futur, c'est retour vers le passé. Comme quoi, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à le revivre. Et donc on va avoir effectivement, directement, la crise algérienne qui va générer le retour aux affaires du général de Gaulle, qui va créer ainsi la 5e République. Autant la 4ème République ne donnait que peu de pouvoir au président, autant la 5e République rassemble entre les mains du président énormément de pouvoir. Il y a certes un système parlementaire, mais le président est réellement la colonne vertébrale qui permet de gérer un pays. Je rappelle que dans la Constitution de 1958, approuvée massivement par les Français, il y a ce qu'on appelle l'article 16 qui donnait plein pouvoir au président et qui lui permet de se substituer au Parlement. Ce qui veut dire que même au sein de la Constitution française, votée pendant les 30 Glorieuses, il y a un article qui peut être dangereux, entre de mauvaises mains. Et cela, il ne faut pas l'oublier lors des futures échéances électorales. On a vu le téléphone, on a vu l'électronique, l'ordinateur. L'ordinateur, qui est directement l'enfant de la Seconde Guerre mondiale, va progressivement prendre de l'avance et on va avoir l'informatique. On est à la genèse de l'informatique. Mais déjà l'ancêtre du web, d'Internet, commence déjà en 1969. Mais là, on est dans un outil plutôt militaire. Donc il y a l'informatique, l'ordinateur qui vont se démocratiser à cette époque-là, le téléphone, le boom des autoroutes qui vont permettre de raccourcir les distances. La plupart des projets qui vont ensuite changer la technologie française sont nés durant les 30 Glorieuses. Je pense aux centrales nucléaires, je pense au TGV qui sera inauguré en 1981, mais mis en chantier bien avant. Et donc, c'est un bouillonnement d'idées au niveau littéraire. La France est numéro 1 au niveau littéraire. C'est l'époque de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Albert Camus, qui hélas mourra prématurément dans un accident de voiture le 4 janvier 1960. Et, à part le téléphone et les outils, on va voir ce développement culturel. Les vacances, rappelez-vous, en 1936, c'est la création des congés payés, 2 semaines de congés payés. La 3e semaine de congés payés va avoir lieu en 1956, 3 semaines de congés payés. La 4e semaine, qui était en négociation en mai 68, a été reportée à cause des événements. Elle sera donc actée en 1969. Et enfin, la 5e semaine arrivera en 1982. Et donc, la France, c'est à la fois un pays travailleur,
les gens travaillaient dur, avec énormément d'heures de travail. C'était à la sueur de son front. On était loin des 35 heures. Et les gens, il n'était pas rare qu'ils fassent du 45-50 heures. Mais il y avait un revenu correspondant à cet effort effectué individu par individu. On ne peut pas clore cette série sans évoquer, effectivement, et après on laissera une large place aux questions, sans évoquer le cinéma. La France, qui, je le rappelle, était l'inventeur du cinéma, et qui ensuite, il y avait les Américains et les Français. Rappelez-vous les Frères Lumière, l'entrée d'un train en gare de la Ciotat, 1895. La France avait un bouillonnement d'idées du cinéma jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et ensuite, la France a été privée puisqu'elle a dû importer des films soit allemands, soit coproduits par la Film Continentale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a la création du Festival de Cannes, qui aurait dû être créé dès 1939, mais qui n'a pas pu l'être à cause de la guerre. Donc le cinéma français explose. Des films sur la résistance, des films en noir et blanc, puis ensuite des films qui vont connaître, j'allais dire, la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est qui? C'est effectivement les Godard, c'est Alain Resnais, c'est Chabrol, Truffaut et bien d'autres. Et donc il y a un renouveau du cinéma français. Éric Rohmer, notamment, qui, je le sais, est très apprécié d'un grand nombre de personnes. Eh bien, il y a une explosion cinématographique. Et il y a une forme d'insouciance des Français, qui est de dire, eh bien, on va au cinéma. Rappelez-vous, il y avait énormément de cinéma en France, énormément, qui étaient des anciens théâtres recyclés en cinéma. Moi qui viens de Marseille, il y a du cinéma pratiquement très nombreux dans différents quartiers, centre-ville, en périphérie, etc. Et c'était une époque insouciante, où le cinéma permettait de s'évader. Donc on vivait bien, on vivait mieux que nos parents, et le cinéma permettait effectivement de s'évader et de voir, j'allais dire, un profil sur le monde, en quelque sorte. Puis ensuite, les films sont devenus en couleur, et c'était un événement pas cher d'aller au cinéma. Donc cette période, c'était une période littéralement où les Français étaient heureux de vivre. Mais cela n'a pas empêché des crises. Ça n'a pas empêché des crises. Parce qu'avec le baby-boom, les Français ont fait de nombreux enfants. Mais ces enfants ont fait des études. Je rappelle qu'au début, le baccalauréat, c'était une infime poignée de succès. Et progressivement, ça s'est démocratisé. Mais bien peu avaient le bac à cette époque. Bien peu. Mais au fur et à mesure, les Français, les jeunes, ont fait des études. Et ils ont été des centaines de milliers à rejoindre l'université. Mais il n'y avait pas assez de place. Et c'est ainsi qu'on va connaître un moment de tension très fort avec les événements de mai 68. Mais est-ce que vous savez comment mai 68 a démarré? Personne? La régionalisation. Non, ça va venir plus tard. Ça va venir un an plus tard. Eh bien, mai 68 a commencé parce que, tout simplement, des personnes de Nanterre, je pense à Cohn-Bendit et à ses amis, ont demandé à pouvoir avoir accès au dortoir des filles. Et comme ce n'était pas le cas à l'époque, il y a eu mai 68. Ce qui veut dire que mai 68 a commencé pour un motif qui n'a rien à voir avec les études et qui n'a rien à voir avec, je veux dire, la surpopulation dans les facs. C'était ce motif-là qui a généré mai 68. Et la France aurait pu mal tourner en mai 68. Sauf que, beaucoup de gens m'ont dit c'est une révolution. Je dis non, c'est pas une révolution. Parce que la majorité des étudiants, qui étaient des enfants de bourgeois, eh bien finalement, ils se sont défoulés. Mais au bout de 4 semaines, quand l'essence est revenue, ben c'était fini. Les Français avaient tourné la page et on était passé à autre chose. Mais ça a duré pendant 4 semaines à peu près. Et ensuite, il y a eu un changement radical puisqu'il y a eu des élections législatives qui ont donné une majorité écrasante au parti gaulliste en juin 1968. À cette époque, on avait aussi une stabilité politique. Rappelez-vous, le Premier ministre de l'époque, entre 1962 et 1968, c'était un certain
Georges Pompidou. Et donc on avait à la fois, quelque part, un homme plus contemporain, plus en phase avec les attentes de la population, et avec De Gaulle derrière, qui permettait de rassurer les Français par rapport à son combat durant la Seconde Guerre mondiale. Et entre guillemets, ce duo va tenir pendant 6 ans. Et c'est naturellement après le départ du général de Gaulle, en 1969, suite à l'échec de la régionalisation et de l'abolition du Sénat, que Pompidou va succéder au général de Gaulle. Et on va avoir effectivement, à ce moment-là, donc, encore les dernières belles années en France. Georges Pompidou, c'est de l'innovation technologique. C'est Pompidou qui disait il faut arrêter d'embêter les Français. C'est Pompidou qui va développer le réseau autoroutier. C'est Pompidou qui va développer de nombreuses réformes. Je rappelle que les réformes sociétales sont arrivées en nombre. Le planning familial, ensuite il y aura eu la réforme de l'adoption en 1966, et donc plusieurs changements radicaux qui vont avoir lieu, sans oublier les événements importants. 1965, mesdames, pour vous, l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord de son conjoint. Je rappelle que les femmes françaises pouvaient ouvrir un commerce dès 1938. Elles peuvent voter dans les textes dès 1944, mais elles ont voté en 1945 pour la première fois. Et en 1965, elles peuvent ouvrir un compte bancaire sans l'accord du mari. C'est incroyable, ça s'est fait pendant les 30 Glorieuses. Mais les banques ont bloqué. On a dit d'accord, vous pouvez ouvrir un compte bancaire, mais vous n'aurez pas de chéquier. Il a fallu un décret réalisé sous le mandat de Georges Pompidou 7 ans plus tard pour que les femmes françaises puissent enfin avoir accès au chéquier. C'est-à-dire que vous voyez, il y a eu des résistances là-dessus. Et là, nous sommes en 1972, nous sommes quasiment à la fin des 30 Glorieuses, et le choc pétrolier, suite à la déconnexion monétaire, va précipiter la chute de cette période ininterrompue de croissance économique, d'espérance, de vue positive sur l'avenir, et donc tout va changer. Le baby-boom s'arrête dès 1964. Ensuite, les tensions, on le voit au niveau sociétal, interviennent à la fin des années 60. Et ça commence à bouger, il y a des grèves, des manifestations, de la contestation, sans savoir que finalement, eh bien, cette période-là ne sera pas revue de sitôt. Si les personnes avaient su à l'époque que ça allait durer que quelques petites années en plus, probablement elles auraient vu d'un autre œil la fin des années 60 et le début des années 70. Et cette période s'arrête avec 1973-1974. D'abord, des problèmes de rationnement énergétique, de carburant. Ensuite, une politique économique faite par le président pour, j'allais dire, les premières limitations de vitesse sur l'autoroute, pour économiser effectivement cette denrée aussi rare, mais plus rien ne sera plus comme avant. D'ailleurs, un écrivain avait dit, quand il était plus jeune, son prof avait ouvert le journal et avait dit « Mes chers étudiants, ce que vous avez connu ne reviendra pas de sitôt. » C'est une période qui sera has-been, qui sera marquée dans l'histoire. Et ensuite, il y aura le second choc pétrolier, 1979, avec l'arrivée de Khomeini en Iran, lors de la révolution islamique, qui achèvera de pérenniser la crise économique. Et à partir de ce moment-là, la France n'est plus jamais vraiment sortie de la crise économique. Il y a eu une atténuation, il y a eu un net mieux au niveau du chômage, mais on ne peut pas dire que la crise française, européenne, américaine et en général mondiale s'est véritablement estompée. Ceci étant, je voudrais terminer par une note positive, qui est de dire que les grandes mutations sont le fait de l'innovation technologique. Durant le 19e siècle, on a eu l'innovation, effectivement, l'introduction de la vapeur, puis du chemin de fer, qui a boosté l'économie mondiale. Ensuite, on a eu l'électricité et le téléphone, qui va développer l'économie mondiale, puis l'automobile, puis l'électroménager, puis
puis on a eu Internet et d'autres outils, et peut-être demain des nanotechnologies, peut-être la biologie qui va changer grand-chose. Et donc, à partir du moment où il y aura une innovation technologique en phase avec nos sociétés, nous pouvons espérer un retour, pas identique, mais quelque part un retour à l'esprit des Trente Glorieuses, peut-être sans leur excès, avec plus de mesures, plus de respect de l'environnement, et de faire en sorte que la croissance ne se fasse pas au détriment d'autres groupes, ou d'autres matériels, ou d'autres populations, mais qu'elle se fasse davantage en harmonie. En tout cas, c'est le vœu que j'ai mis aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, j'attends vos questions. Oui? Est-ce que la guerre de Kippour n'a pas eu une influence sur le choc pétrolier? Oui, alors, je répète la question pour que tout le monde l'entende bien. Est-ce que la guerre de Kippour n'a pas eu une influence sur, je veux dire, le démarrage de la crise? Historiquement, oui. En effet, les États arabes vont prendre prétexte de la guerre du Yom Kippour qui a démarré le Shabbat 6 octobre à partir de 14h10 sur le front syrien. Et ils ont dit les pays qui sont solidaires d'Israël vont le payer. En ciblant particulièrement les États-Unis, dans une moindre mesure la France, et les Pays-Bas. Il faut savoir qu'à l'époque, les États-Unis avaient fait un pont aérien pour ravitailler les Israéliens en grand danger, et que tous les pays européens, tous, ont refusé le survol de leur territoire, sauf un seul, le Portugal, qui a accepté que son espace aérien puisse être survolé par les Américains pour ravitailler les Israéliens. Donc les États arabes ont pris prétexte de la guerre de Kippour pour le faire. Mais j'ai bien dit prétexte, car les pays de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a été créée dès 1960. Et ces pays-là cherchaient depuis des années à rééquilibrer le rapport des forces entre les pays consommateurs et les pays exportateurs. Vous dites, mais attendez, on brade les prix. Le pétrole, ça vaut plus que ça. Les Occidentaux disaient, vous êtes gentils, mais c'est nous qui avions foré au départ. Après, vous nous aviez, j'allais dire, nationalisé les groupes, mais voilà pourquoi le prix n'est pas cher. Ils ont profité de la guerre de Kippour pour dire on va quadrupler les prix. Mais si on regarde avec du recul, le quadruplement des prix du pétrole ne fait que rattraper le retard qu'ils avaient pris depuis des années. Et d'ailleurs, au milieu des années 80, le prix du pétrole va s'effondrer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'URSS est tombée. Parce que l'URSS est riche en matières premières, notamment en pétrole et en gaz. Et donc, elle ne pouvait plus écouler au même tarif sa propre production. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le choc pétrolier seul, sans le problème monétaire, n'aurait pas eu dans le temps les mêmes conséquences. D'autant plus que juste après le choc pétrolier, les Américains, qui étaient alliés d'Israël, ont obtenu le pétrole qu'ils voulaient. Ils n'ont pas été punis. Les Français, après cette période d'automne-hiver 1973, n'ont pas été pénalisés outre mesure. Tout est rentré dans la normale en termes de fourniture et de livraison. Mais il n'en demeure pas moins que la fin de l'énergie à bas prix, c'est un signe, puisque toutes les Trente Glorieuses étaient basées sur l'énergie à bas prix. Le jour où on retrouvera une énergie, à part le côté monétaire, à bas prix, pourquoi pas la fusion nucléaire, alors à ce moment-là, un nouveau cycle pourra enfin commencer. Oui? Est-ce qu'il y a eu un impact des guerres du Vietnam et d'Algérie sur la société et l'économie française? Alors, je vais commencer par la fin. Est-ce que la guerre d'Algérie a eu un impact sur la société française? Alors, on a eu peur qu'il y ait un impact. Mais la guerre d'Algérie, et notamment le rapatriement des pieds noirs,
qui s'est fait dans des conditions très difficiles. Très difficiles. Il faut savoir, il n'y a qu'à voir le film Le Coup de Sirocco avec Roger Hanin pour avoir une idée du drame, notamment pour la génération la plus ancienne qui n'a pas pu tenir le coup. Mais en contrepartie, les Pieds Noirs vont insuffler une dynamique économique. C'est-à-dire qu'on va avoir du sang frais qui va arriver en France. Et comme on est en croissance, ça sera des futurs consommateurs qui vont de nouveau pouvoir acheter des produits. Donc ça va faire tourner les industries, faire tourner les commerces. Et donc ça va contribuer à la continuation du miracle économique français. Ceci pour la guerre d'Algérie. Par contre, pour la société, ça sera une ligne de fracture. Puisque déjà, beaucoup plus que pour l'Indochine, la jeunesse française notamment, va critiquer, plus précisément, elle va critiquer certaines politiques, et ce sont les mêmes dans cette, je veux dire, foulée de la guerre d'Algérie, que l'on va retrouver ensuite dans les événements de mai 68. Donc il y a une contestation du modèle de société économique. On va parler de décroissance, on va parler déjà d'écologie, etc., qui va dire que on ne peut pas tomber amoureux d'un taux de croissance. Et cette contestation, la genèse, elle prend naissance vers la fin de la guerre d'Algérie. Et elle va donner lieu ensuite, dans les années à venir, à cette contestation plus massive. Par contre, pour la guerre du Vietnam, la guerre du Vietnam va jouer un rôle clé dans la remise en cause du système américain. Elle va donner plus tard naissance au scandale du Watergate. Elle va provoquer indirectement, par ses conséquences, la chute de Richard Nixon, qui va devoir, de manière humiliante, démissionner en août 1974. C'est rare. Le Vietnam va assécher les finances américaines et va permettre, j'allais dire, paradoxalement, en miroir à la France, de dire nous on est pour une autre politique. Donc De Gaulle va pouvoir surfer sur le fait de cet anti-américanisme, puisque De Gaulle va prendre fait et cause contre la guerre du Vietnam. Et donc va s'attirer la sympathie des pays, effectivement, qui contestaient cette intervention américaine, qui va durer des années et des années. En vrai, si on regarde bien, l'Indochine et la guerre du Vietnam cadrent exactement avec les 30 Glorieuses. La guerre d'Indochine commence en 1945 et plus précisément en 1947, dans sa phase chaude. Elle finit en 1954. Les Américains prennent le relais et ils vont finir la guerre du Vietnam en 1975, qui est exactement l'année finale de la fin des 30 Glorieuses. Et c'est une période de doute, d'ambiguïté, où le monde occidental ne sait plus où il en est, et où il y a une sorte de rééquilibrage des forces, c'est-à-dire entre le Sud et le Nord. Thème éminemment d'actualité aujourd'hui. D'autres questions? Oui, allez-y, monsieur. Le paradoxe qui existe pour la 4ème République politique, qui était très instable, et ce fantastique développement économique. Tout à fait d'accord. Donc, y a-t-il une explication simple, ou est-ce qu'on n'a pas besoin des politiques finalement? Alors la question est de dire, la 4ème République était instable politiquement, et quelle instabilité, et pourtant elle s'accompagnait d'un redressement économique majeur. En effet, il y a plusieurs explications. Première explication, c'est de dire que finalement, on avait un corps d'ingénieurs, un corps de fonctionnaires brillants, mobilisés, motivés, qui ne comptait pas ses heures, et qui a constitué l'ossature du miracle économique français. Les hommes politiques pouvaient passer, mais globalement les politiques ne changent pas. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'en ai tiré une conclusion personnelle, c'est de dire que les politiques de pays, globalement, peu importe les tendances, gauche-droite, sont globalement les mêmes. Et j'en parlais avec une des personnes ici présentes, c'est de dire que finalement, globalement, les politiques de pays, elles sont les mêmes sur des décennies et des décennies. Il n'y a pas de changement radical. Il n'y en a pas. Très peu. En tout cas, il peut y en avoir ailleurs. Mais en gros, la politique française, indépendamment de quelques nuances, elle est globalement la même sur les années, fin des années 40, 50, 60, 70. Et on avait donc un corps fonctionnaire exceptionnel. L'ENA. Comment? L'ENA. L'ENA qui a été créé en 1945, tout à fait.
Mais on avait des fonctionnaires, les ponts et chaussées, on avait des fonctionnaires qui vraiment étaient motivés derrière. Et c'est eux qui ont été l'âme de ce redressement. Qui plus est, il y avait des innovations technologiques en permanence, il y avait des interactions, il y avait cet optimisme général que demain serait nettement mieux. Aujourd'hui, quand on interroge les gens, ils vous disent que demain sera peut-être pire qu'aujourd'hui. Mais à l'époque, les gens baignaient dans cette insouciance en se disant « mais demain, ça sera toujours mieux. On emprunte, on achète un bien immobilier, on achète une voiture, on achète l'électroménager. » Pourquoi? Parce qu'on croit profondément dans l'avenir. C'est cette espérance-là qui a été annulée et détruite. Les vaches grasses. Comment? Les vaches grasses. Et voilà, exactement. Tout à fait. 7 ans de vaches grasses, mais sauf qu'on ne savait pas que ça allait durer 30 ans et qu'après on aurait 50 ans de vaches maigres. Il nous a manqué un Yosef. Allez, d'autres questions si vous voulez. Pas d'autres questions? Voilà. Ben ça, la stabilité des monnaies, oui, dont vous avez parlé, qui maintient la crise jusqu'à aujourd'hui. Alors, de façon globale, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller vers un rééquilibrage? Tout à fait. Alors, tout le monde a entendu la question? L'instabilité monétaire qui a généré cette crise économique, qu'est-ce qu'il faudrait pour inverser la tendance? Très bonne question. Tout commence au XIXe siècle. Au XIXe siècle, vous avez une monnaie phare qui est la livre sterling. Et vous avez également le franc. Et incroyable mais vrai, pendant un siècle, ces deux monnaies vont représenter la colonne vertébrale de deux empires, les deux plus grands empires, l'empire britannique, puis ensuite l'empire français. Et il y a très peu de déperdition dans la valeur du franc, accolée à l'or, et très peu de déperdition de la livre sterling, accolée à l'or. Hélas, 1914, ce que je considère comme un suicide de l'Europe, alors que rien ne prédisposait l'Europe, quoi qu'on en dise, à une guerre mondiale, malgré les rivalités, etc., les Européens décident de se s'entre-déchirer. 10 millions de morts, 4 ans de guerre atroce. Et que font les Occidentaux, notamment les Français et les Anglais? Ils vont s'endetter auprès des Américains pour acquérir les armes qui leur sont nécessaires. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, ils sont endettés. Et ils disent aux Américains, vous êtes bien gentils, mais on ne peut pas vous rembourser. D'où l'animosité américano-franco-britannique. C'est pour ça que les Américains vont dire, dorénavant, quand il y a un conflit, on ne s'en mêle pas en Europe, qu'ils se débrouillent. Et c'est à l'origine de l'isolationnisme américain qui a fait tant de dégâts dans l'entre-deux-guerres. Mais malgré cela, il y avait Churchill, qui était ministre de l'économie, on l'a oublié, et qui a rétabli l'équivalence entre la livre sterling comme étalon monétaire. Immense gaffe, immense, qui va plonger le pays dans la grève, le chômage et la crise économique. Comme la France était moins moderne, elle était moins impliquée. Et donc, il y a eu cette instabilité-là. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis vont devenir l'arsenal de la démocratie, en aidant la Grande-Bretagne, l'URSS, etc., contre l'ennemi commun, à savoir le nazisme, dès 1944, les Américains posent les jalons de la future réforme, en disant dorénavant, les Anglais, ils ne peuvent pas tenir le choc. C'est nous, les Américains, par les accords de Bretton Woods en 1944, qui vont devenir la nouvelle unité monétaire. Désormais, le dollar sera accolé à l'or. Et comme on aura de fait une monnaie mondiale, eh bien cette monnaie est stable, puisqu'elle est basée sur notre réserve d'or, et Dieu sait quelles conséquences. Comme il y avait cette stabilité monétaire, eh bien du coup, stabilité monétaire plus énergie fossile à bas prix, plus espérance, motivation, dynamisme, cohésion, et bien finalement, le miracle a duré extrêmement longtemps. Pour revenir à cet état, il faudrait qu'il y ait soit une monnaie de référence, soit qu'il y ait un système qui permette une stabilité des trois monnaies clés, l'euro, le dollar et les monnaies asiatiques, de manière à ce
on ne puisse pas jouer sur les monnaies. Aujourd'hui, à tout moment, le dollar peut baisser, l'euro peut remonter, et encore l'euro va donner une protection à l'Europe, puisqu'elle va empêcher les dévaluations françaises. Chose qu'on a connue dans les années 80, et qui a été un handicap pour nous. Mais il faudrait qu'il y ait un système, non pas européen, mais mondial, qui permette de canaliser les variations des monnaies, de manière à faire en sorte que les entrepreneurs aient une vision, une visibilité économique tellement longue qu'ils puissent investir en toute connaissance de cause. On en est, hélas, très loin. Une dernière question pour la route? Bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et votre écoute.